Socrate disait connais-toi toi-même. Eh ben, je crois que je commence à me connaître, hein. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un méga book haul, celui du mois de septembre. Oui, parce que au mois de juin j'ai été plus que raisonnable, j'ai acheté qu'un livre, c'était comme vous le savez peut-être un mois de no-buy. Et je me suis rattrapée un petit peu au mois de juillet-août, donc avec un énorme book haul que je vous ai fait la dernière fois. Et puis voilà, comme je commence un petit peu à me connaître, mais je m'en doutais pas tant que ça. En fait, au mois de septembre, bah, j'ai misé double, j'ai surenchéri. Et voilà, le nouveau book haul est là. Tous ces livres-là viennent rejoindre ma petite bibliothèque qui est déjà sursaturée de livres en fait, à tel point que si vous me suivez sur Insta, vous savez que je l'ai un petit peu réorganisée récemment, que j'ai enlevé quasiment tous les livres qui sont déjà lus de cette bibliothèque-là et que ce qui reste derrière moi, c'est des livres à lire. Et donc, s'ajoute à tous ces livres ces merveilleux, je ne sais pas combien, au moins une vingtaine de romans que j'ai acquis au mois de septembre. Alors on va commencer sans plus tarder, je ne savais pas trop comment organiser ça et puis finalement je sais. Je vais commencer par vous présenter les achats de livres, des sorties littéraires de septembre qui me faisaient le plus envie et on enchaînera ensuite sur d'autres lectures. Alors commençons tout de suite pour pas que la vidéo dure 100 000 ans. Alors on va commencer tout de suite par les sorties littéraires du mois de septembre qui me faisaient le plus envie. Et d'abord il faut absolument que je vous parle de La Saignée de Cédric Cyr qui est vraiment mon auteur chouchou en thriller policier. J'attendais une nouvelle sortie de cet auteur avec grande impatience. Je suis en train de le lire et j'adore ma lecture. Il est inlâchable. Il est très très dur à lâcher. Malheureusement ce week-end j'étais très occupée mais je vais reprendre la lecture dès ce soir. Il est absolument incroyable. Cet auteur a un talent inouï pour faire des thrillers palpitants, des page-turners qu'on ne peut plus lâcher. On est dans l'univers du dark web avec des red rooms, donc des pièces qui servent en fait à faire des tortures auxquelles assistent des personnes via un chat. Et on va suivre le destin de deux personnes. Tout d'abord, eh bien, le policier qui découvre par hasard en fait l'existence de ces red rooms en enquêtant sur tout à fait autre chose. Et d'autre part aussi un personnage auquel je me suis attachée dès les premières pages, qui est une ancienne championne de boxe et qui aujourd'hui voilà, vit un moment très 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 compliqué de sa vie, tant professionnellement parlant que au niveau de sa vie sentimentale. Et j'espère voir les deux destins de ces deux personnages réunis autour justement de l'univers de ces Red Rooms. Pour l'instant, j'adore ma lecture, je surkiffe et je vais vous présenter un point lecture spécial dédié à cet auteur très très prochainement. Je pense que ce sera l'objet de ma prochaine vidéo. Donc voilà, en tout cas, ce roman-là, il faut vraiment, je pense, ne pas passer à côté. En tout cas, pour l'instant, de ce que j'en ai lu, déjà, je suis tellement dedans. Voilà. Quelle que soit l'issue de ce roman, je suis sûre qu'il va me plaire à 200%. Il y avait une deuxième sortie que j'attendais avec grande impatience. C'est aussi un auteur que je découvre tout doucement. C'est Frank Feric avec La Loi du désert, l'intégrale. Ce livre est sorti le 17 septembre. Et ici, on est dans un récit post-apocalyptique. La Terre est devenue un immense désert suite à des guerres qui l'ont ravagée. Et là, on va être dans la quête d'un jeune homme à la recherche de son frère. Voilà, qui a disparu dans ce monde dévasté. Donc j'ai très très hâte de découvrir vraiment la plume de Frank Feric et cet univers-là qu'il décrit ici. C'est une manière pour moi de dire un petit peu zut à la sortie des nouvelles rééditions de Dune, bien que le film me tente énormément. Je suis ici, je pense, plus dans un mood à lire La Loi du désert de Frank Feric et je vous en parlerai aussi très très prochainement en vidéo. Il y avait une autre sortie que j'attendais avec grande impatience, et puis finalement, je ne sais pas, je reste très très mi-figue, mi-raisin. Chez De Saxus est sorti Nevernight, le tome 2 de J. Christophe. Alors il est sorti déjà cet été, hein, celui-ci. Et en fait, je l'ai acquis moi au mois de septembre parce que j'ai lu le tome 1 avec GG Bookin en lecture commune, et ça a été une lecture vraiment en demi-teinte. Je ne le savais pas au moment d'acheter ce tome 2, mais je vais le lire en lecture commune également, avec Caroline de la chaîne Caro Livre, je pense, au mois d'octobre. Et j'ai très très hâte de découvrir justement nos avis très divergents autour de ce roman, parce que elle, pour sa part, elle l'a adoré. Et voilà, on est dans un univers de fantasy, young adulte, avec Mia, une tueuse qui a soif de vengeance. Voilà, donc on a
vraiment cet univers young adulte ici qui pour moi était un petit peu la raison pour laquelle ma lecture de ce roman a pêché. Mais j'ai hâte de découvrir ce tome 2 parce que le tome 1 à la fin rebondissait sur quelque chose de très sympa, de très intéressant. Et j'espère en tout cas que ce tome 2 pour moi sera une meilleure lecture et ne sera pas un abandon. J'ai aussi acheté au mois de septembre La Nuit du Faune aux éditions Albin Michel Imaginaire de Romain Lucazzo. Alors j'ai acheté beaucoup de romans en septembre, ça, je vous avais pas menti au début de cette vidéo. Il s'agit d'un roman un petit peu what the fuck qui a des retours assez mitigés, enfin très contradictoires. En fait, il a été écrit par un philosophe et c'est un roman très onirique apparemment. Je crois qu'il s'agit d'un voyage un peu onirique. J'ai très hâte de découvrir cette plume, cette œuvre. Voilà. En tout cas, si elle est aussi magnifique et abstraite que la couverture, eh ben, ça ne me dérangera pas parce que sincèrement, les éditions Albin Michel Imaginaire sont absolument magnifiques. J'adore ces éditions, j'adore ces tranches en fait, avec cette petite bordure. Vous savez, j'adore les bordures. Alors je commence à me dire, voilà, celui-là me titille beaucoup et j'ai envie de le lire très prochainement. Après, j'étais nulle en philo, donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Mais en tout cas, voilà, peut-être que je vais rentrer dans ce roman et essayer de capter quelques informations glanées par-ci par-là en lisant cette œuvre-là. On continue avec un autre roman que j'ai acheté en étant un petit peu influencée par la toile. C'est Sarah Jane de James Ellis. Ici, on est aux éditions Rivage Noir. Là aussi, complètement addict à la couverture. Je trouve la couverture d'une beauté intégrale. Là, on est aux États-Unis avec Sarah Jane, qui est une fliquette qu'on appelle mignonne. Apparemment, ça ne correspond pas du tout à la réalité. Hein. Elle est plutôt assez repoussante, physiquement parlant en tout cas, assez paumée dans la vie. Et elle va, je crois, enquêter sur la disparition de son coéquipier. Alors, je ne veux pas en savoir plus. On est aux États-Unis. Je ne sais pas exactement dans quel coin des États-Unis. Je vais me laisser tenter par ce livre-là très prochainement parce qu'il est court également. Et je vous en parlerai également dans un prochain point lecture, j'espère dédié au genre thriller. Et enfin, le dernier livre que j'attendais avec grande impatience aussi au mois de septembre, c'était Michael Christie avec Lorsque le dernier arbre, aux éditions Albin Michel. Alors ce livre-là a reçu d'excellents retours. Et pour cette raison-là, voilà, j'ai hâte de me plonger dedans. On est dans une histoire autour d'un arbre qui pousse dans un des endroits de la Terre où les forêts sont encore préservées, parce que la Terre a également été dévastée, elle se résume à un immense désert également. Une jeune femme travaille là-bas en tant que guide, elle fait visiter en fait les différentes espèces voilà, d'arbres, etc. Et voilà, c'est un peu une survivante de l'humanité. Et en fait, dans cette œuvre, ce qui est surtout très intéressant, c'est tout le côté écologique, humain. C'est une saga familiale. On va vraiment voyager entre le passé et le présent et même le futur en 2038. Donc j'ai super hâte de découvrir aussi cette œuvre-là qui apparemment est excessivement émouvante et pleine de messages. Donc celui-là également, je vais vous en parler assez prochainement. Et celui-ci, j'ai clairement été influencée par les très bons avis qu'il a reçus. Et j'ai pas envie d'attendre mon tour. J'ai envie de le lire illico presto et pas faire comme avec Betty, c'est-à-dire attendre trop longtemps avant de le découvrir. Voilà, il me fait super envie celui-ci. Maintenant, je vais aborder avec vous les achats en comics et en roman graphique. C'est assez rare sur ma chaîne parce que c'est vrai que j'en lis finalement assez peu. Mais lorsque je tombe sur les tomes qui me manquent en fait dans ma bibliothèque, bah, je continue mes sagas chouchous et parmi elles, vous allez peut-être être surpris, mais en fait j'adore l'Attaque des Titans. Je l'ai découvert dans ces magnifiques éditions colossales et j'en suis au tome 6, figurez-vous. J'ai jamais vu la série et je n'ai pas envie de commencer la série tant que je n'aurai pas terminé cette saga papier qui est absolument incroyable. Dans cette édition colossale, la qualité du papier est extraordinaire, les dessins sont vraiment en grand format et on voit vraiment bien le coup de crayon absolument fabuleux de, comment il s'appelle, Hajime Isayama. Donc ce tome 6, en fait, pour moi, c'est une lecture doudou. C'est des lectures que je fais généralement en 3-4 heures. Il est quand même assez long à lire.
Et c'est une lecture que je fais toujours en chaise longue. Donc celui-ci, je sais que je le lirai en chaise longue, où que ce soit dans mon salon. J'ai très hâte de me lancer dedans. Et c'est vrai qu'en étant la dernière fois chez Cultura, il manquait souvent le tome 6. Et finalement, un jour, j'ai vu qu'il y était, qu'il l'avait recommandé. Donc j'ai sauté sur l'occasion pour l'acheter. Et j'ai super hâte de continuer cette saga que j'adore. Le tome 5 était vraiment monstrueux. Donc là, le tome 6, voilà, j'attends du très très lourd. Ensuite, toujours chez Cultura, j'ai trouvé Saga, le tome 1. Alors, c'est un comics qui existe depuis l'Antiquité, hein. Ça existe depuis très très longtemps. Et j'ai toujours entendu parler de ce comics-là. On m'a dit énormément de bien de cet ouvrage. Et donc, j'ai fini par craquer. Je l'ai acheté. Je ne sais pas ce qui s'est passé chez Cultura. Ils ont réorganisé leur rayon BD de telle manière qu'en fait, ils ont sorti vraiment des chefs-d'œuvre comme ça, bam, tout devant. Et Saga en faisait partie. Donc j'ai décidé d'en faire l'acquisition directement et je pense que si ça me plaît, je continuerai la série. Je voulais vous montrer juste une planche parce que c'est vrai que le dessin me plaît beaucoup. Je vais vous montrer la toute première planche pour pas trop vous spoiler. Voilà un petit peu le coup de crayon que vous pouvez espérer dans Saga. Je ne sais absolument pas de quoi parle l'histoire. Est-ce que c'est un univers fantastique ou est-ce qu'on est dans du réaliste? Je ne sais pas du tout. Bon, en même temps, la jeune femme, elle a des ailes dans le dos. Mais voilà, je ne sais absolument rien de Saga. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire si c'est bien, s'il faut que je continue, etc. En tout cas, je vais déjà me lancer dans le tome 1 pour me faire ma petite idée. Et là, c'est paru aux éditions... Ouh là là, Indies. C'est paru aux éditions Indies. Et enfin, j'ai acheté également Les Montagnes Hallucinées, le tome 2. Comme vous le savez, le tome 1 a été gagné dans un jeu concours. Moi, je continue la saga, en tout cas avec ce tome 2. C'est adapté d'une œuvre de Lovecraft, Les Montagnes Hallucinées. On est en Antarctique, lors d'une expédition à la découverte de créatures monstrueuses, puisqu'on est dans l'univers de Lovecraft. Donc j'ai très très hâte de continuer en fait cette œuvre-là. Et là aussi, je pense que le coup de crayon en tout cas m'avait beaucoup plu dans le tome 1 et j'espère continuer cette lecture aussi rapidement que possible. Enfin, dans la mesure du possible quoi. Comme je vous disais, j'ai clairement doublé la mise hein, ce mois-ci. J'ai vraiment eu des gros coups de cœur ou en tout cas des coups de chance aussi en allant notamment au marché de livres anciens et de livres d'occasion qui est à côté de mon boulot. Donc ici, je suis tombée sur ce Alexandre Jodorowsky, hein, qui est aussi, comme vous le savez, qui travaille sur les scénarios de bande dessinée. Et j'ai pris La Voix du Tarot parce que je commence un petit peu à m'intéresser en fait au tarot. Je me tire les cartes avec plaisir. Et ici, dans La Voix du Tarot, Alexandre Jodorowsky apparemment a réussi à expliquer carte par carte toutes les lames du tarot, majeures comme mineures, avec leurs interprétations. Mais aussi, on aborde quand même le côté... un petit peu civilisationnel en tout cas qu'il y a derrière le jeu du tarot donc ça m'intéresse énormément et je suis sur quoi là? La roue de la fortune, voilà, comme par hasard j'ouvre le truc à la page de la roue de la fortune. Alors, est-ce que la chance va tourner pour moi pour savoir si mes prochaines lectures vont être bonnes ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, il y a une valeur sûre. C'est Henning Mankell. Ce livre-là, je vous disais que je l'avais déjà dans ma bibliothèque, mais qu'il était moisi. Donc, je l'ai racheté ici en édition poche chez Point. Et en fait, c'est le guerrier solitaire. Il s'agit d'une des enquêtes de l'inspecteur Wallander. Ça a été adapté en série. Et pour moi, le guerrier solitaire, c'est vraiment le meilleur. C'est celui qui m'a vraiment fait très très froid dans le dos. C'est une excellente enquête et voilà, je l'ai repris parce que j'avais peur que mon édition grand format en fait finisse de moisir et je me suis dit même si quelqu'un est intéressé, je pourrais toujours le faire gagner, je pourrais toujours le passer en tout cas, mais j'ai bien envie de relire cette enquête là parce que je l'ai lu il y a un sacré bout de temps et je me souviens que c'était absolument abominable. Ensuite, j'ai trouvé ce Pavillon d'or de Mishima, qui apparemment a été adapté au cinéma également, puisque j'ai eu l'occasion de discuter à l'arrêt de bus avec un amateur aussi de livres qui a vu tout ce que j'ai acheté et qui a commencé à discuter avec moi. Et voilà, on est sur un roman japonais dont je ne sais strictement rien, à part que Mishima est un auteur phare, est un auteur référence au Japon, et qu'il faut absolument découvrir sa plume. Donc je vous en parlerai un petit peu plus lorsque j'aurai découvert son univers avec ce Pavillon d'or.
et j'espère aussi le lire très très rapidement. Là, on est chez Folio. Ensuite, je me suis toujours jetée sur Deux valeurs sûres. C'est mon auteur, c'est un peu mon auteur chouchou, c'est mon auteur secret. Mais je vais vous partager un petit peu mon secret. Il s'agit de Georges Chesbrough et j'ai trouvé Le second cavalier de l'Apocalypse et aussi La cité où les pierres murmurent avec l'inspecteur Mango, qui est un inspecteur de petite taille et doté d'une intelligence incroyable. Et j'adore ces enquêtes-là, qui paraissent toutes aux éditions Rivage Noir, poche. En fait, voilà, comment vous dire, Georges Chesbrough, c'est du policier. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais en fait, j'adhère complètement à sa plume, à ses enquêtes. Je trouve ça hyper bien fait. Et je crois que ces deux-là, je ne les ai pas encore lus. Donc voilà, j'en ai lu tellement, c'était il y a très longtemps. Et j'essaye vraiment de me faire la collection complète et faire en sorte d'avoir lu tout Georges Chesbrough parce que je suis absolument fan de cet auteur-là. Il y a quand même beaucoup de thrillers hein, dans ce point lecture. J'ai fait l'acquisition d'énormément de thrillers. J'ai aussi fait l'acquisition de Denis Lehane avec Mystic River qui aussi a été adapté au cinéma, mais comme je suis absolument nulle, j'ai une culture cinématographique proche du néant. Et en fait, j'ai jamais vu le film Mystic River. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas ne pas lire le roman, ici paru également aux éditions Rivage Noir. On est dans les années 70, il s'agit d'un kidnapping d'enfants. Un enfant qui a été kidnappé, en fait, qui a été ramassé par une voiture, qui réapparaît 3 jours plus tard. Et on va arriver en fait à son âge adulte et découvrir un petit peu qu'est-ce qui a changé chez lui, qu'est-ce qui a pu se passer. Voilà, donc ça peut être intéressant. J'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire parce que, comme je vous disais, j'ai jamais vu le film et voilà, j'ai une culture proche de néant au niveau cinéma. Et enfin, j'ai acheté Promesse de Jussi Adler-Olsen, car là aussi, me semble-t-il que je ne l'ai pas encore. Ça fait partie de la saga des enquêtes du département V, avec l'inspecteur Karl Mork et son coéquipier Assad et aussi Rose. Ils travaillent tous les deux au sous-sol d'un commissariat sur des cold cases, des affaires qui ont été laissées complètement à l'abandon parce qu'elles datent, elles n'ont jamais été résolues. Et en fait, grâce à ce département V, elles vont pouvoir être déterrées et menées en main de maître hein, par Karl Mork et aussi son étonnant coéquipier Assad. Donc avec Promesse, on est je crois dans le tome 7. Moi j'ai lu les 4 premiers et j'ai hâte de continuer cette saga. Du coup, je me les constitue petit à petit, de préférence en poche. Voilà, donc j'ai hâte de découvrir aussi ce roman. C'est aux éditions Livre de Poche là pour ma part. Alors bien sûr, n'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si vous avez l'un de ces livres, si ça vous intéresse de les lire avec moi, ou si vous les connaissez déjà, si vous avez eu un bon ou un mauvais retour de ces livres-là. Là, comme vous voyez, j'ai très envie de me faire mal avec ce Thomas Mann, La Montagne Magique, dans cette nouvelle édition poche, livre de poche. On est à Davos, à côté de Davos, en Suisse, voilà, dans des montagnes, entre les années, oscillant, je crois, entre les années 1910 et 1920. C'est une histoire apparemment d'amour entre des hommes, des jeunes hommes. Et voilà, je ne sais absolument pas de quoi ça parle. C'est un chef-d'œuvre de la littérature classique qu'il faut avoir lu. J'ai jamais lu du Thomas Mann en entier. Je crois que j'ai déjà abordé certains de ses textes, mais c'est tout. Et la seule chose qui me fait un petit peu peur, c'est qu'ici, dans cette nouvelle édition, qui est incroyable, hein, par contre, c'est la traduction qui a été un petit peu modifiée, restylisée pour être adaptée au goût du jour. Et je ne sais pas si ça va passer avec moi, si ça va coller. Il y a certaines expressions qui ont été modifiées. Je ne sais pas si stylistiquement ça va me plaire. En tout cas, ce roman-là me fait très peur parce qu'il fait exactement 1167 pages. C'est écrit en patte de mouche et en fait, il n'y a pas d'interligne quoi. Donc ça me fait super peur, mais en même temps super envie. J'ai hâte de me plonger dans cette histoire et voilà, de découvrir la plume de Thomas Mann. En fait, j'ai aussi envie de lire un petit peu de classique en ce moment et comment vous dire, faudrait que j'arrête de travailler peut-être. Ensuite, j'ai acheté Là où chantent les écrevisses de Delia Owens, aussi depuis le temps que j'en entends parler. Il s'agit d'une œuvre de littérature contemporaine, de littérature blanche. Apparemment, c'est une ode à l'écologie, à la nature, donc
ça ne peut que me plaire. On est aux éditions Point Grand Roman, voilà, et déjà ce livre-là est culte. J'ai également fait l'acquisition du livre Sans nom de l'auteur anonyme aux éditions Livre de Poche également. Ouais, j'ai acheté beaucoup de poches ces derniers temps. Qui est le premier d'une saga en fait. On est un petit peu dans une sorte de Tarantino mais en bouquin. Vraiment j'ai hâte de découvrir la plume, j'en ai entendu énormément de bien également. Et voilà, je ne sais pas grand chose de l'histoire, mais j'ai pas envie d'en savoir plus avant de me lancer. Et enfin, j'ai fait l'acquisition de 2 romans historiques. D'abord ce Louis Montero Manglano avec l'Oasis éternelle qui est le tome 2, je crois, de cette œuvre-là. Il s'agit d'enquêtes autour d'œuvres d'art. On est en Espagne, les couvertures Babel sont absolument incroyables et là pareil, j'ai super envie de me lancer dans cette enquête-là. Je ne sais pas grand-chose également de l'histoire. Je crois qu'on était autour de la table du roi Salomon dans cette histoire-là. Donc j'ai super envie de me lancer aussi, mais c'est un sacré pavé. Et voilà, je crois qu'il y avait une personne aussi qui était intéressée de le lire avec moi, donc il faudrait que je me penche sur la question. La dernière lecture, c'est aussi un roman historique. Il s'agit de L'homme incendié de Serge Filippini, qui est sorti là tout récemment en poche aux éditions Libretto. Ce roman-là me fait vraiment très envie également. On est en 1600 à Rome avec un homme qui va être condamné par l'Inquisition à l'échafaud, je crois. Il lui reste 7 jours à vivre et il va décider d'écrire le roman de sa vie, qui va être une ode à la liberté, avec toute la puissance qu'il peut y avoir autour de quelqu'un qui revient un petit peu sur sa vie, qui décrit qu'est-ce qu'il a animé dans la vie, etc. Donc ça me fait super envie. Quand j'ai lu la 4e de couverture, je me suis dit non mais il me le faut quoi. Alors je vais vous la lire parce qu'elle n'est pas très longue. Rome, 10 février 1600. La préface a été écrite par Franck Bouys, donc un génie aussi du roman rural thriller. Giordano Bruno est condamné par l'Inquisition pour avoir pensé sans prudence et va être conduit au bûcher d'ici à 7 jours. 7 jours pour écrire le roman de sa vie au fil d'une narration puissante, de plus en plus marquée par l'urgence, le manque de sommeil et le besoin de dire l'homme de chair et de désir, le philosophe et l'aventurier qu'il aura été dans ce monde envahi par les ombres noires de l'intolérance. Il évoque fiévreusement l'Europe et la Renaissance, ses nombreux ennemis et toutes les figures qu'il aura pu croiser, Henri III, Montaigne, Shakespeare, Archimboldo. J'ai du mal avec ce nom-là. Voilà, donc Serge Filippini est un auteur contemporain qui sont auteur de plusieurs romans qui sont toutes parus aux éditions Libretto. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de découvrir sa plume, cette œuvre qui, je pense, quelque chose me dit que ça va être vraiment magistral. Bon, vous voyez, il y a quand même pas mal de livres, il y a pas mal de lectures qui m'attendent. J'ai clairement du pain sur la planche. Voilà, ils me font tous super envie. C'est ça le gros problème. Donc j'espère quand même réussir à les lire avant la fin de cette année. Et écoutez, dites-moi si vous connaissez un petit peu ces livres-là, si vous les avez vus lors de la rentrée littéraire. Pour ceux en tout cas qui sont concernés par la rentrée littéraire. Et puis voilà, faites-moi des retours. N'hésitez pas à me dire si vous voulez lire certains de ces livres avec moi. Même si vous ne les avez pas encore en votre possession, vous pouvez également en faire l'acquisition en bibliothèque ou même en neuf. Et puis, écoutez, moi je vous retrouve très prochainement dans une vidéo du coup dédiée à Cédric Cyr, parce que je pense qu'il y a urgence pour que je vous en parle. Et pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'excellentes lectures, une très belle fin de semaine et je vous embrasse fort et je vous retrouve tout bientôt. Salut!